Donc, je vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes. Je voulais vous dire d'abord que ce webinaire sur le mode de consommation est donc le dernier. Vous vous rappelez que c'est le dernier du cycle que nous avons entamé au mois de septembre dernier, où nous avons voulu sur 5 séminaires, nous focaliser sur ce qui nous paraît presque le plus important et le moins souvent débattu dans la campagne électorale, c'est le moins qu'on puisse dire, en particulier évidemment aujourd'hui, mais même avant, sur donc les enjeux structurels de la transition écologique, parce que notre conviction aux uns et aux autres, et je crois qu'elle est largement partagée par vous, c'est que la transition écologique, c'est bien sûr des changements de comportement, c'est bien sûr des évolutions technologiques, c'est bien sûr des financements complémentaires, mais c'est aussi, sujet qui est trop souvent oublié, des changements structurels d'organisation de la société et de l'économie, et qu'il est tout à fait important d'y réfléchir pour engager ou accélérer ces changements afin qu'on puisse parvenir à la neutralité carbone et à l'inversion de la courbe de la biodiversité à l'horizon 2050. Et que nous avons à ce titre donc mené 5 controverses, une première sur plus généralement sur les enjeux écologiques, et ensuite sur le mix énergétique, sur l'organisation du territoire, sur la nouvelle économie écologique, et donc là c'est la 5e et dernière sur le nouveau mode de consommation. Et on a le sentiment, en ayant couvert ces différents sujets, qu'on a couvert à peu près les sujets structurels qui nous paraissent importants pour la transition écologique. Je vous rappelle par ailleurs que sur ces mêmes sujets, nous avons publié un dossier dont la version définitive a été publiée il y a quelques jours sur les enjeux écologiques des élections présidentielles et législatives, qui récapitule dans 26 fiches une partie de ces enjeux, qui traite évidemment aussi d'autres sujets liés à la transition écologique, mais qui récapitule une partie de ces enjeux. Et en particulier, vous avez une fiche sur le mode de consommation qui, je crois, est assez bien faite. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez vous y référer. Je vous rappelle aussi que la semaine dernière, nous avons publié 15 propositions applicables dès le début du quinquennat pour accélérer la transition écologique. On n'a pas évidemment l'ambition d'avoir couvert tous les sujets, d'avoir couvert toutes les choses, mais ces 15 propositions, on a travaillé dans le sens où elles sont applicables, elles sont concrètes, et à notre avis, elles engagent les changements structurels qui sont très largement nécessaires. Et donc, quelques-unes d'entre elles se réfèrent d'ailleurs à la discussion que nous allons avoir aujourd'hui sur le nouveau modèle de consommation. Je vous indique enfin que ce webinaire est donc la dernière du cycle. On est toujours désolé de ne pas tenir ces réunions en présentiel. On a décidé de faire la dernière en virtuel, mais que très probablement on reprendra un cycle de controverses à un moment quelconque dans l'année 2022, et que là on essaiera de faire un mixage présentiel virtuel pour permettre enfin de se retrouver et de discuter plus directement, ce qui est quand même beaucoup plus agréable, mais aussi pour permettre à des gens qui habitent en région, en particulier, de pouvoir participer à nos travaux dans les meilleures conditions. Voilà donc pour cette introduction générale. Alors, pour aujourd'hui, donc je remercie beaucoup nos intervenants que je vais présenter de suite. Et je pense que ça va donner lieu à un débat tout à fait passionnant compte tenu de leur qualité. Je présente d'abord Pascal Ebel, qui a un écran noir, mais peut-être qu'elle peut allumer sa vidéo, si c'est possible, qui est donc directrice du pôle consommation et entreprise du CREDOC, et qui a publié plusieurs articles, son dernier en date étant un article qui s'intitule « Consommer plus sobre » en juin 2020, et qui tire en particulier les leçons de la crise du Covid sur la consommation. Je salue ensuite Sophie Dubuisson-Kellier, que vous avez en vidéo, qui est directrice de recherche en sociologie au CNRS, directrice adjointe du Centre de sociologie des organisations, membre du Haut Conseil pour le climat et qui a fait beaucoup de travaux sur ces sujets depuis longtemps. C'est une grande spécialiste de ces questions.
Et en particulier, je le cite, j'espère que je ne me trompe pas, donc elle me corrigera si c'est le cas. Ces deux derniers ouvrages datant de 2018, un premier ouvrage collectif sur le biais comportementaliste et un ouvrage individuel, une réédition sur la consommation engagée. Je salue ensuite Gildas Bonnel. Je le remercie beaucoup d'avoir accepté de participer à ces controverses, qui est président de CIDIES, qui est donc une agence de communication responsable, agence de conseil en communication responsable, qui est bien connue des milieux de communication et publicitaire pour son engagement très fort en matière de la communication responsable, qui est même, je crois qu'on peut le dire, un peu le pilote de ces sujets dans ce milieu de la publicité, et qui est, si vous pouvez fermer votre micro. Est-ce que quelqu'un peut Est-ce que quelqu'un peut fermer son micro? Voilà, merci beaucoup. Donc, je disais Gildas Bonnel, et qui est en même temps, et je le remercie beaucoup, qui a accepté depuis 6 mois maintenant d'être membre du comité de lecture de la Fabrique écologique, dans laquelle il y a un apport très précieux, et ce qui montre aussi son engagement très ferme sur ces questions. Enfin, je salue Antoine Autier, qui est responsable de service des études et du lobby UFC Que Choisir, et donc qui agit évidemment au service des consommateurs pour les informer, les conseiller, les défendre. Et je crois pouvoir dire que UFC Que Choisir a publié il y a quelques jours, quelques semaines, un ensemble de propositions pour favoriser une consommation responsable. Et donc évidemment, son intervention sera particulièrement utile et intéressante. Voilà, j'introduirai simplement le sujet en disant que ce sujet nous paraît absolument essentiel. On voit bien que l'évolution de la consommation depuis quelques années est marquée par des tendances. D'abord, il y a évidemment la question du pouvoir d'achat, et en particulier des inégalités en matière de pouvoir d'achat qui déterminent les modes de consommation, avec la situation d'aujourd'hui où, quoi qu'on en dise, le pouvoir d'achat a légèrement progressé, mais en même temps n'a pas progressé pour, disons, les catégories les plus défavorisées. Ça, c'est le premier constat du diagnostic. Et en même temps, avec une montée en puissance forte, et qui malheureusement devrait encore s'accentuer dans les mois à venir, de la part des dépenses contraintes dans le budget des ménages, en particulier évidemment les dépenses d'énergie, de fuel, de gaz, d'électricité, mais aussi des dépenses contraintes diverses, et en particulier de loyer évidemment, ou de remboursement d'emprunts pour des propriétaires, et qui évidemment donne le sentiment qu'il y a un vrai problème de pouvoir d'achat dans ce pays, en particulier auprès des catégories sociales défavorisées. C'est quand même un premier élément du paysage tout à fait important. Le deuxième élément du paysage, c'est l'aspiration de plus en plus forte, me semble-t-il, mais chacun évidemment s'exprimera sur ce sujet, de plus en plus forte d'un certain nombre de gens à consommer de manière plus responsable, c'est-à-dire d'éviter le gaspillage, d'éviter d'avoir à racheter tous les 2 ans un téléphone neuf, etc. etc. Et il y a quand même une aspiration très forte, et donc évidemment, on en parlera. Et le troisième constat évident, c'est qu'aujourd'hui, tout ça ne va pas du tout assez loin, parce qu'une des clés dans une économie de marché, quoi qu'on en dise, on n'a pas encore trouvé de véritable alternative à l'économie de marché. Une des clés dans l'économie de marché, c'est évidemment que le consommateur lui-même agisse pour obliger les entreprises à limiter leur gaspillage, leur impact sur l'environnement, etc. Et donc, ça ne va pas du tout assez loin, et il est important de réfléchir à savoir comment, comme outil de transformation du mode de développement, comment est-ce qu'on pourrait arriver à ce que la consommation soit plus responsable, qu'elle évite les gaspillages, qu'elle évite la surconsommation, qu'elle soit orientée sur les produits propres. De ce point de vue, et c'est peut-être le dernier élément important du paysage, de ce point de vue, la communication et la publicité ont évidemment été sollicitées, y compris dans les 2 ou 3 dernières années. Et donc, ce sera intéressant et important. Et elle joue évidemment un rôle dans cette orientation de la consommation, un rôle qu'on peut discuter d'ailleurs, et qui a fait l'objet de nombreux travaux depuis 2 ou 3 ans, avec quelques mesures qui ont été prises.
Et donc, ce sera intéressant là aussi de faire le point pour savoir si comment on peut accentuer cette trajectoire vers une consommation responsable que tout le monde souhaite. Voilà donc quelques mots d'introduction et je vous propose, comme d'habitude, enfin pas comme d'habitude pour cette fois-ci, qu'on partage le temps de débat en deux parties. La première partie qui est une partie diagnostique sur l'état où on en est, et où on en est y compris par rapport aux enjeux climatiques, de biodiversité et de consommation responsable. Et puis dans une deuxième partie, vous connaissez notre souci à la Fabrique écologique de toujours déboucher sur des choses les plus concrètes possibles. Donc dans une deuxième partie, on discutera de la façon dont on pourrait accélérer les choses. Tout ça étant évidemment mis à plat à l'occasion de ces échéances électorales. Je voudrais dire que je crois qu'il ne faut pas trop se... Tu as coupé ton micro, Géraud. Ton micro est coupé, on ne t'entend plus. Ça va mieux là? Oui, ça va. Oui, excusez-moi, j'ai eu un bug. Donc, je disais que je crois qu'il ne faut pas trop se frapper du fait que ces sujets ne soient pas dans le débat électoral, ou très peu, parce qu'évidemment, il y a une actualité qui est celle qu'on connaît. Mais ce qui me paraît important, ce qui nous paraît important à la Fabrique écologique, c'est qu'il y aura de nombreuses occasions dans les 6 prochains mois qu'on revienne sur ces sujets, y compris en termes de débat public. D'abord, il y a les débats législatifs qui, je pense, jouera un rôle peut-être plus important que d'habitude dans le paysage. Et puis, de façon générale, c'est des sujets qui sont assez incontournables dans la transition écologique. Donc, à un moment ou à un autre, il faudra bien qu'un certain nombre de gens aient envie de les traiter d'une manière ou d'une autre. Voilà, en tout cas, c'est le petit élément d'optimisme, peut-être un peu exagéré, mais enfin bon, je pense qu'il ne faut jamais perdre confiance dans la possibilité que tous nos débats puissent passer dans la réalité à un moment quelconque. Voilà, alors je vais commencer. Donc, sur le diagnostic, peut-être je peux donner d'abord la parole à Pascale Ebel, si elle a allumé, je ne la vois plus, alors là pour le coup. Pardon, et qui a allumé sa vidéo, donc merci. Pour lui demander, puisqu'elle a vraiment une observation très précise sur l'évolution de la consommation. Par rapport aux quelques éléments de diagnostic que je viens d'indiquer, quel serait le point ou le point important, ou les deux points importants qu'il faudrait retenir pour le diagnostic sur, disons, l'évolution de la consommation responsable, puisque c'est ça qui nous occupe aujourd'hui. Alors, je vais juste reprendre quand même un tout petit point, c'est celui sur les dépenses contraintes et le pouvoir d'achat. Juste insister, parce que c'est un élément évidemment d'actualité, sur le fait que les dépenses contraintes, notamment le poids du logement, donc dans le logement, il y a évidemment l'énergie et les loyers. Il y a des inégalités qui se sont accrues les 40 dernières années, l'INSEE vient de le montrer. Le poids du logement selon les quintiles de revenus, l'écart est aujourd'hui de 10 points, de 10%, entre ceux qui ont le pouvoir d'achat le plus faible par rapport à ceux qui ont le plus élevé. Donc, évidemment, ça pèse 10% de plus chez ceux qui ont des revenus les plus faibles et 20% les plus modestes. Cet écart-là n'existait pas il y a 40 ans. C'est-à-dire que l'inégalité est observée aujourd'hui. Le deuxième poste où il y a une égalité du même type, c'est l'alimentation. Mais l'écart n'est plus que de 4 points aujourd'hui, alors qu'il y a une trentaine d'années ou auparavant, il y avait ce qu'on appelait la loi d'Engel et l'écart était aussi de 10 à 20 points. Donc, quand il y a une hausse de prix sur l'énergie et en plus une hausse de prix sur l'alimentation, quel scénario qui évidemment est déjà là mais qui va s'amplifier, on accroît finalement une inégalité et surtout on réduit vraiment, même si ce n'est pas un pouvoir d'achat, on réduit ce qu'on appelait à un moment le pouvoir d'achat effectif. C'est-à-dire qu'on réduit le reste à vivre de toutes les populations. Et comme en période de crise, ce reste à vivre va être réduit dans toutes les classes moyennes. En fait, c'est bien ça qu'il faut prendre en compte, c'est ce qui s'est passé déjà en 2000. Donc ça, c'était le premier point. Donc il faut absolument
penser à ça quand on met en place des mesures, on l'a vu avec les Gilets jaunes, ne pas, en faisant des mesures pour aller dans le sens de la transition écologique, ne pas mettre en place des mesures qui vont peser sur le pouvoir d'achat des plus modestes. Sur le deuxième point, en termes d'évolution de consommation responsable, de consommation engagée, on montre en effet qu'il y a des comportements. Alors, je vous prends un exemple sur notamment l'alimentation. On a pu montrer que l'impact des régimes alimentaires par habitant entre 2010 et 2019, dans nos enquêtes de consommation, l'impact de gaz à effet de serre, le régime moyen a baissé de 14%. Parce qu'il y a une forte baisse de la consommation de viande. Cette forte baisse de la consommation de viande, elle est avant tout expliquée par le vieillissement de la population, ensuite par des considérations nutritionnelles, et actuellement la baisse s'accentue pour des raisons, en effet, de prise en compte de ces enjeux écologiques. En ce qui concerne les autres façons de consommer, on sait aussi qu'il y a donc une partie de la population qu'on appelle les consommateurs engagés qui, parce qu'elle est la plus sensible, la plus éco-anxieuse, va faire des petits gestes. Ces petits gestes, et ça s'accentue, c'est d'acheter des vêtements d'occasion, c'est de consommer des produits bio et puis de consommer beaucoup moins de viande. Ce qu'on a pu montrer, c'est que cette population-là, ce sont les très diplômés, les hauts capital culturels, qui finalement font des petits gestes, qui les déculpabilisent, mais qui en contrepartie ont des impacts très forts, puisqu'ils utilisent plus souvent leur voiture pour faire des longs voyages et qui prennent l'avion. Et donc finalement, au global, ces consommateurs engagés ont un impact environnemental qui est fort. Merci beaucoup. Oui, pardon. Et donc, on a une autre partie de la population qui, elles, sont dans des modes de vie beaucoup plus sur la simplicité volontaire. Alors, on les a appelés les sobres, hein, qui, eux, sont les plus âgés et qui ont déjà tout et pour qui c'est assez simple de se passer, d'acheter et qui donc vont faire attention dans la simplicité volontaire, c'est un concept canadien, on va faire attention à ne pas acheter de superflu et donc eux vont sans doute aller vers un peu plus de réduction des impacts écologiques. Et puis, ce qu'on a pu montrer, c'est que ceux qui sont sous contrainte économique, eux, ont des comportements de ralentissement de la consommation quand il y a une pression sur le pouvoir d'achat. Et donc, il faut faire attention parce que ceux qui sont engagés ne sont pas ceux qui font les meilleurs gestes pour une consommation plus écologique. Et au global, on a une hausse, même avec les contextes actuels, Covid, etc., de préoccupation environnementale qui est très forte et qui, évidemment, peut passer sur certains sujets, mais qui a gagné, qui au démarrage a commencé chez les très diplômés, qui aujourd'hui s'étend un petit peu dans toute la population, mais qui est avant tout le fait des très jeunes. C'est cette sensibilité écologique, c'est générationnel. Alors, Sophie Dubuisson-Kellier, est-ce que tu peux confirmer ou infirmer cette analyse qui transparaît dans ce que vient de dire Pascal, qui est que finalement, le consommateur engagé serait plutôt de catégorie sociale supérieure, ce qui est un peu contre-intuitif parce que quand on regarde concrètement, tous les utilisateurs, y compris du Bon Coin, de marchés d'occasion, etc., sont pour des raisons économiques assez largement aussi un certain nombre de gens qui ont des difficultés de revenus. Donc, est-ce que ce clivage-là est tout à fait… est-ce qu'on peut dire que le consommateur engagé, responsable, disons, ça reflète le clivage de pouvoir d'achat ou sociologique? Oui, tout à fait. Je crois que les travaux du CREDOC sont tout à fait éloquents sur cette question et ont bien montré, sont aussi des choses qu'on retrouve dans des enquêtes plus qualitatives avec ce profil des consommateurs les plus engagés, qui sont plutôt des individus avec un capital culturel plus élevé que la moyenne. Mais au fond, puisque Géraud, tu posais la question du diagnostic, en fait, je revenir là-dessus. Donc, en effet, c'est la contribution des modes de consommation à la crise écologique qui est une réalité qui est maintenant bien établie, bien documentée, bien chiffrée. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus et qui traduit la forte dépendance de cette consommation, de ces modes de vie aux énergies fossiles.
difficile. Alors bien sûr, avec des disparités assez fortes entre les groupes sociaux, disparités qui concernent à la fois les contributions aux émissions, qui ne sont pas égales selon les différents groupes sociaux, et d'une certaine manière, Pascal l'a mentionné aussi. Et puis à la fois, cette disparité, elle concerne les capacités inégales de ces différents groupes sociaux à faire face aux politiques de transition et aux interventions qui sont menées. C'est ce qui était rappelé avec les Gilets jaunes. Donc, ce diagnostic, il est bien établi et ça conduit au fond à dire que cette problématique de la consommation, elle va être réglée par toute une série d'interventions sur les comportements du type incitation ou d'autres outils plus largement. Et peut-être que je voudrais insister sur le fait que, en revanche, s'agissant du diagnostic, il y a quelque chose qu'on dit beaucoup moins. C'est pourquoi, en fait, cette consommation et ces modes de vie tels qu'ils se présentent aujourd'hui, c'est-à-dire avec ces effets assez forts sur la crise écologique et cette forte dépendance aux énergies fossiles. Et ce diagnostic, en fait, il est tout à fait important de l'établir parce que, du coup, ça va grandement conditionner la manière dont on va pouvoir changer les choses. Cette consommation, ces niveaux de consommation assez élevés et ce rôle de la consommation dans nos sociétés, ça relève d'un contrat social. Contrat social qu'on a établi petit à petit dans l'après-guerre et qui est maintenu à la fois par des politiques publiques qui vont très régulièrement encourager à la consommation, maintenu à la fois par des modèles économiques qui sont des modèles de production de volume, qui relèvent aussi d'objectifs de contrat social, par exemple, pour faire accéder le plus grand nombre de personnes à cette consommation. Et au fond, c'est bien parce qu'on a ces stratégies de volume dans la production que se pose une problématique aujourd'hui pour cette production qui est celle de comment on écoule en fait une production qui vient en flux continu. Donc il s'agit effectivement d'organiser les capacités pour les consommateurs à continuer à acheter, y compris des choses qu'ils ont déjà, les acheter éventuellement plusieurs exemplaires, les renouveler fréquemment. Donc on a toute une instrumentation finalement du marché qui va fonctionner dans cet objectif-là. Parmi cette instrumentation, par exemple, est la publicité qu'on a évoquée tout à l'heure. Et aujourd'hui, le grand paradoxe est que finalement, on se retrouve dans la situation à se dire, eh bien, comme cette consommation, ces niveaux de consommation posent des problèmes, eh bien, on va la résoudre soit en agissant au nom des consommateurs, les comportements, soit en agissant par tous les outils dont les objectifs premiers ont été en fait de faire consommer. Donc, vous voyez un peu le paradoxe de la situation dans laquelle on se trouve, c'est-à-dire qu'on demande aujourd'hui à toute une série de professionnels et d'outils qui ont travaillé plutôt sur l'encouragement à la consommation, on peut aussi ranger d'ailleurs les politiques publiques dans ce cadre-là, eh bien on leur demande aujourd'hui éventuellement aux marges du marché ou à certains endroits de porter un peu un discours dissonant par rapport à ça, qui va être au contraire ce discours de la sobriété, de l'engagement, de la responsabilité des consommateurs. Voilà, je pose d'emblée les choses de cette façon-là parce que c'est aussi une façon, en tout cas j'espère que c'est ce que j'essaye de dire, c'est une façon un peu problématique de chercher à résoudre le problème qui se pose. Voilà, c'est ce que je voulais dire s'agissant de la question du diagnostic. Alors Antoine, sur le diagnostic, toi tu es dans un organisme qui aide les consommateurs, les informe, les conseille, les défend. Est-ce que vous êtes très sollicité sur cette idée qu'il faut consommer de manière plus responsable? Est-ce que tu sens des évolutions très fortes? Est-ce que vous y répondez? Enfin, comment est-ce que ça se passe concrètement? Oui, absolument. On le ressent très fortement, et notamment au regard de l'organisation de notre association, que j'explique très rapidement, où globalement nos instances sont élues par la base des adhérents à l'UFC Que Choisir. On a à peu près 140 000 adhérents qui rentrent généralement à l'UFC Que Choisir dans le cadre d'un litige qu'ils ont avec les professionnels, ce qui montre que malgré tout,
c'est un public relativement varié parce que c'est tout type de consommateurs qui ont des problèmes avec les professionnels qui entrent, qui sont la base finalement du réseau de l'UFC Que Choisir. Et via ce réseau, on remonte finalement la problématique environnementale liée à la consommation. Et ça s'est traduit de manière très concrète, notamment lors de notre dernière Assemblée générale, puisque désormais, ça fait pleinement partie de l'objet social de l'UFC Que Choisir, d'avoir un point de vue sur les impacts environnementaux de la consommation et aussi de les limiter. C'est pas juste de voir l'impact, c'est aussi de faire en sorte que la consommation diminue l'impact environnemental. Parce que si nous sommes une association de consommateurs, nous ne sommes pas pour autant une association de la consommation pour la consommation et encore moins pour la surconsommation. Donc, on prône évidemment une consommation raisonnée. On le fait à travers différents biais, notamment directement en proposant aux consommateurs des services qui visent à améliorer la consommation. On a publié la semaine dernière notamment une carte interactive des circuits courts qu'on propose en accès libre sur notre site, qui permet aux consommateurs de regarder à proximité de chez lui quels sont les vendeurs en circuit court disponibles, parce qu'on voit que ça a vraiment un impact environnemental qui est important, évidemment. Et aussi, on reviendra peut-être un peu plus dans le détail sur ces aspects-là, sur les aspects financiers, car l'aspect financier pour les consommateurs est extrêmement important. On a plusieurs exemples pour les payer, et notamment en promouvant cette carte interactive des circuits courts, on a insisté sur le fait que, contrairement à ce qu'on pourrait peut-être parfois penser, c'est que ce sont des prix qui sont globalement moins chers que ceux qu'on trouve dans la grande distribution. Beaucoup moins chers que les prix qu'on a chez les primeurs et même moins chers que les prix dans la grande distribution, et qui, en plus, permettent une meilleure rémunération des producteurs. Donc, on voit que globalement, via ce type de consommation à circuit court, tout le monde est gagnant dans l'opération. Les consommateurs qui payent moins, les producteurs qui gagnent plus, et l'impact environnemental qui est globalement amoindri. Mais encore, je vais revenir sur ce point précis sur les prix plus tard. Et les autres choses qu'on peut faire au UFC Que Choisir, c'est en termes de lobbying, et notamment c'est de faire en sorte que les consommateurs disposent des outils pour orienter leur consommation. Parce qu'on a beau promouvoir une consommation responsable, la question c'est concrètement comment est-ce qu'on peut mettre en pratique cette consommation responsable, quels sont les outils dont on dispose au quotidien pour orienter nos produits sur des produits qui sont plus respectueux de l'environnement que d'autres. Et ça, on le pousse notamment actuellement. Vous savez qu'il y a un affichage environnemental sur les produits alimentaires qui est en cours de discussion, avec plusieurs types d'affichages qui sont en concurrence, on peut dire les choses, en tout cas sur la cause de départ. Et nous, on promeut globalement le Planet Score à l'UFC Que Choisir, qui est selon nous le système qui permet aux consommateurs d'avoir la meilleure visibilité sur les impacts environnementaux de leur consommation sur les produits alimentaires, et notamment respectueux de la biodiversité, qui ne font pas appel ou peu aux pesticides. Et on considère que c'est globalement par l'information, ou au moins en première étape, du consommateur, qu'on peut aller sur une consommation qui soit davantage responsable, tout en ayant évidemment en tête, parce qu'on promeut, finalement, je regardais les propositions de la fabrique écologique sur la généralisation du système du bonus-malus. Globalement, on a également cette même position à l'UFC Que Choisir, ce qu'on appelle le prix vert, c'est-à-dire un prix qui, comme on dit, internalise les externalités finalement des produits, mais il faut toujours qu'on ait malgré tout en tête que ce sont parfois, sur certains types de produits, ça peut aboutir à ce que les offres d'entrée de gamme voient leur prix augmenter, et ça pourrait poser aussi un problème à certains types de consommateurs, notamment dans ce contexte de crise du pouvoir d'achat qui va malheureusement s'amplifier de manière très sensible à minima en 2022. Alors, Gildas, tu penses bien que je vais te poser la question pour ce développement de la consommation responsable. Quel est le diagnostic que tu poses sur le rôle de la publicité? Évidemment, ça a été très discuté. Certains pensent que c'est la prohibition de la publicité d'une certaine façon qui est en cause, puisqu'elle encouragerait systématiquement à consommer davantage sans aucune restriction. D'autres, au contraire, considèrent que la publicité doit jouer un rôle pour ce développement de la consommation responsable, mais à ce moment-là, lequel? Et peut-être que tu peux nous faire aussi un point, mais rapidement,
sur, du coup, qu'est-ce qui aujourd'hui, quels sont les éléments d'évolution aujourd'hui du secteur publicitaire dans ce domaine. Je m'excuse, la question est un peu générale, donc tout ça en 2 minutes, mais tu sais faire. Alors, je ne sais pas, mais pour être tout à fait honnête et transparent vis-à-vis des participants à ce débat, et pour pouvoir nourrir la controverse, parce que si je n'angle pas mon propos et ma position, on va avoir du mal à trouver une controverse entre nous. Je suis aussi président de la commission RSE du syndicat professionnel des agences de communication. C'est-à-dire que j'ai aussi une casquette tout à fait corporatiste que j'assume complètement, puisque ça fait depuis le Grenelle de l'environnement que je travaille à sensibiliser, documenter, outiller le secteur de la communication, de la publicité et des médias sur leurs responsabilités sur les enjeux larges de la transition écologique. Donc, on est dans une situation que tu as très bien décrite en préambule, hein, tant qu'on est dans un système capitaliste néolibéral et qu'on est toujours dans ce modèle qui semble être finalement le moins pire de ce qu'on a testé, on a une espèce de pression tout à fait contraire entre une vision des métiers de la communication, et je mets communication, publicité, médias, parce qu'il faut bien comprendre que c'est une chaîne de valeur qui est complètement entremêlée, hein, qui trouve sa légitimité dans le fait d'être le meilleur outil, en tout cas l'outil le plus puissant pour pouvoir donner aux consommateurs citoyens des éléments de comparaison d'un produit à un autre, d'un service à un autre. Voilà, si on le définit un peu simplement, hein, c'est ma voiture roule plus vite et elle consomme moins, et l'autre va dire oui, mais la mienne elle consomme un peu moins aussi et elle dure plus longtemps. Bref, on est dans un système de proposition de choix en permanence. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une société qui est en train qui réagit comme un lapin dans les phares d'une voiture, pour rester dans l'image, et qui est en train de se dire, OK, on a un problème de consommation, donc qui sont ceux qui activent la consommation? C'est le secteur de la communication, de la publicité et des médias. Donc, c'était très clair dans la Convention citoyenne pour le climat, qui quand même, dans ses propositions, avait une dizaine de propositions tout à fait dirigées contre la publicité, ou en tout cas qui demandaient une réforme puissante de la publicité. Et la question que tu me poses, c'est une question qui est un gros débat. Alors moi, je pense et je défends que la publicité est un levier extrêmement puissant d'information et de valorisation d'un changement de comportement et d'usage. La publicité ou la communication, elle a dans ses fondements mêmes la capacité à vous faire changer de crèmerie. J'ai écrit un papier dans Stratégie récemment qui parlait de ça. On prétend pouvoir vous faire changer de crèmerie. Et moi, je prétends que notre responsabilité historique, au regard des sujets qu'on traite aujourd'hui, c'est de changer de comportement, changer de gamme de produits, se mettre au vélo, ou en tout cas peut-être abandonner le tourisme de masse lointain et qui n'apporte pas forcément le bien-être et le bonheur promis. Bref. On est dans une rupture et dans une interpellation sur le sujet globalement. Alors, qu'est-ce qui est en train de changer dans notre secteur? Ce qui change, c'est que d'abord, de plus en plus de professionnels de ce secteur se réveillent, comme tout le monde en fait, parce qu'on est comme les banquiers, les avocats ou les instituteurs, on est des gens normaux, donc il y a plein de gens qui se réveillent en se disant… Moi, ça fait 20 ans que je sers un modèle consumériste sans regarder et que j'ai l'impression d'avoir servi de passe-plat alors que j'ai une autre intention dans ma vie. Et c'est surtout dans les jeunes générations qui rejoignent des agences plutôt comme la mienne en disant « non, je n'ai pas du tout envie d'aller vendre n'importe quoi à n'importe quelle condition ». Donc, il y a cet élément-là à prendre en compte. Mais je pense que l'élément le plus puissant, c'est surtout que les marques et les entreprises sont en train de mesurer que c'est une question de survie, en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas… je vais prendre un exemple que je prends souvent dans mes interventions, qui est Erta. Erta, c'est la marque préférée des Français, c'est eux qui le disent. C'est 92% des réfrigérateurs en France.
Partout en Europe, c'est Coca-Cola, la marque la plus choisie, la plus achetée. C'est 1 100 000 produits vendus par jour. La puissance d'une marque comme Herta, qui appartenait au groupe Nestlé, c'était à la fois la qualité des produits conventionnels que vous connaissez tous, hein, mais c'était surtout la puissance d'une marque qui a été travaillée, reconnue par une ménagère, qui le mettait dans son caddie, qui avait confiance. Et quand tout d'un coup, dans une marque comme celle-là, apparaît que le changement de comportement alimentaire et la diminution de la consommation carnée au profit d'une consommation de protéines végétales est un tournant qu'il va falloir prendre, à ce moment-là, la marque en question, l'entreprise en question, elle fait un choix stratégique d'acheter une start-up, de créer des gammes de bons végétales, et elle a aussi l'extraordinaire potentiel qui fait que la consommatrice, dans mon métier, on appelle ça la chopeuse, hein, c'est affreux, ce n'est pas forcément celle qui va manger le produit, mais c'est celle qui va mettre le produit dans son caddie, va avoir confiance, va le goûter et le faire goûter à ses enfants et à sa famille. Et donc, voilà, il y a une double vision tout à fait paradoxale, à la fois de sentiment d'un secteur de la communication et de la publicité qui continue à vendre les produits et les services et le business as usual, parce qu'il faut continuer à faire tourner les boutiques en défendant l'emploi et des produits de bonne qualité réglementaire, on va dire, au meilleur prix, et à la fois une espèce de poussée des organisations qui savent, parce qu'elles le savent, que la révolution est en cours. Je vais aller plus loin dans mon propos, c'est que il y a d'autres raisons, mais Nestlé s'est séparé de la partie carnée de l'activité d'Herta et n'a gardé que le végétal. Donc, vous voyez, il y a des mouvements qui sont… Donc, je pense qu'il y a une vision à la fois… Il y a à la fois quelque chose de très conservateur qui continue, et très équivoque et très paradoxal, qui continue à promouvoir et à vendre comme avant pour maintenir la profitabilité, la croissance, et conquérir des parts de marché, et qui continue à créer des produits qui ne sont pas forcément satisfaisants sur les impacts sociaux et environnementaux. Et d'autre part, il y a quand même l'émergence de nouveaux produits et de nouveaux usages qu'il nous faut promouvoir et qu'il faut réussir à positionner sur le marché. Voilà, merci. Je peux dire en préambule. Merci Gildas. Donc Antoine veut s'exprimer, ça ne m'étonne pas. Donc Antoine. Un petit mot sur la publicité. Alors, je pense pas qu'il faille évidemment reposer tous nos espoirs sur les changements de pratiques des industriels et des publicitaires. Hein, et pour s'en convaincre, je peux prendre l'exemple des produits alimentaires tels qu'ils sont promus, notamment à la télévision. Quand vous regardez on a fait une enquête il y a 2 ans, il y a ce que choisir sur les produits alimentaires à destination des enfants, où on remarquait qu'il y avait 88% des produits qui étaient affichés D ou E sur le Nutri-Score. C'est-à-dire que 2 fois plus d'ailleurs que lorsque le public était adulte. Donc on voit bien qu'il y a un problème. On va dire que même si sur la publicité à destination des enfants, il n'y a pas à dire de capacité à s'autoréguler. D'ailleurs, nous, on n'a jamais considéré que les chartes ou l'autorégulation étaient efficaces sur ces aspects-là. On se dit, évidemment, qu'il faut aller au-delà et notamment, sur ce point précis, sur France Télévisions, les publicités à destination des enfants ont été interdites lors des programmes justement de jeunesse. Et donc, finalement, c'est bien d'avoir l'information, et nous, en plus, on promeut l'information, notamment l'affichage des Nutri-Score, mais ça peut ne pas être suffisant. Il faut parfois faut pas hésiter sur des mesures d'interdiction. On a interdit la publicité pour le tabac à la télévision, on fait sur les chaînes publiques, pour les produits en règle générale. Nous, on demande que ce soit interdit tout simplement pour les programmes jeunesse, notamment pour les produits alimentaires. On peut aller au-delà, notamment sur les aspects écologiques. Je veux dire, il faut avoir, à mon avis, aucune… faut pas avoir la main lâche sur le fait de pouvoir taper fort sur les professionnels pour leur interdire
des publicités qu'on considère, que la société civile considère comme nuisibles finalement, et surtout ne pas, encore une fois, se contenter des chartes des professionnels, parce que l'histoire montre que la chose, c'est pipeau. Hein. Alors, Très régulièrement, c'est parce qu'ils ne veulent pas d'encadrement, qu'ils prétendent qu'ils vont s'auto-réguler, et dans les faits, ça ne fonctionne jamais. Et notamment, il y a des intérêts en plus financiers, hein, qu'on voit bien avec les chaînes de télévision sur ces points précis. Je vais répondre parce que je pense que c'est là le point, et je ne veux pas que ce sujet-là prenne tout l'espace, parce que c'est un sujet parmi d'autres, mais c'est un sujet tout à fait critique parce que c'est un sujet culturel, en fait. C'est un sujet culturel, et puis c'est un sujet de gouvernance, et puis c'est un sujet de démocratie. Parce que les annonceurs payent quand même des médias. Tout ça est très entrelacé. Moi, au moment des auditions par le Parlement sur la loi climat et résilience, moi, je continue à marteler que je ne comprends pas qu'un certain nombre de produits soient autorisés. Voilà. Alors, c'est là où on a une petite différence entre nous. Je pense qu'il y a quelque chose de parfaitement jésuitique à dire qu'il faut interdire la publicité sur le Nutella, par exemple, parce que tout ce qui est gras et sucré a D ou E dans le Nutri-Score. Donc, et moi, je n'ai pas de problème là-dessus. Je pense qu'on ne regarde pas forcément au bon endroit. Alors, peut-être que c'est pour faire mal à l'industriel, et qu'en le privant d'accès d'informations sur le marché, on sait qu'on va tarir le développement du produit en question. Mais moi, ce que je demandais aux parlementaires que j'ai rencontrés dans ces discussions, c'est de dire, moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment on peut continuer dans notre société alors pour revenir aux études des consommateurs, où les consommateurs, à 80%, disent qu'ils veulent avoir une information, et en plus comprennent de mieux en mieux, et c'est ça qui est très équivoque, c'est qu'ils disent, beaucoup dans les études conso qu'on peut faire, ils disent non mais si c'était grave, on le saurait. Si c'était grave, ce serait interdit. Si c'était pas bon, voilà. Il y a quelque chose, il y a une attente aussi de cadre et de sanctions qu'on sent extrêmement lâche, et dans lequel, je te l'accorde, les industriels, pour la partie dont je parlais, la partie du cerveau qui continue à processer toujours dans le même logiciel, se disent tant qu'on a le droit, on le promeut, et avec beaucoup d'argent. Mais je pense qu'il y a quand même un nœud pour moi c'est exactement comme pour les voitures très émissives. Et pour être très sincère avec vous, nous n'étions pas du tout d'accord dans les représentants des professionnels autour de la table, on n'était pas du tout d'accord sur cette doctrine. Moi, je pense qu'à un moment donné, quand un produit n'est pas bon, il faut l'interdire. Alors, ça manque de courage politique, mais je pense que c'est un vrai sujet. Alors, moi, je voudrais poser la question à Sophie et à Pascal de façon peut-être un peu plus générale. Finalement, dans cette évolution vers une consommation plus responsable, qu'est-ce qui bloque? Je cite quelques facteurs qui pourraient bloquer. Est-ce que c'est, d'une certaine façon, le maintien de la représentation du bonheur telle qu'elle est dans notre société, c'est-à-dire l'accumulation de possessions, etc., qu'on n'arrive pas à changer? Est-ce que c'est l'effet d'imitation vis-à-vis des plus riches, bien connu dans la logique de consommation, et qui peut être entretenu un peu par la publicité, etc., qui pèse et qui fait que du coup, ça ne change pas? Ou est-ce que c'est tout simplement les prix, qui fait qu'à partir du moment où le prix est plus élevé d'une consommation plus responsable, même si ce n'est pas toujours vrai, loin de là, enfin c'est parfois vrai, est-ce que ça peut être ça aussi l'élément bloquant? Quels sont leurs diagnostics sur ces sujets? Peut-être, je ne sais pas, Sophie ou Pascal, l'une ou l'autre, qui peut commencer? Et puis Sophie ira plus loin que moi, je fais juste un… Pascal. Je pense vraiment qu'on ne peut pas du jour au lendemain changer le désir de consommation, c'est-à-dire que ce qui a fait rêver des générations et des générations, ça ne peut pas du jour au lendemain être éteint. Et on remarque que ceux qui sont attirés par la consommation, ce sont les jeunes et les populations qui en sont le plus éloignées. C'est-à-dire que c'est au moment où on a du pouvoir d'achat qui augmente, les catégories de population les plus modestes, qui aspirent en effet à posséder la même chose que ce que les autres ont possédé auparavant, c'est-à-dire que eux, leurs normes, elles ne changent pas de la même façon, eh bien, ils vont aller, parce que vous avez sans doute remarqué qu'aujourd'hui, on a du quick commerce qui se développe, enfin, il y a
tout un tas d'exemples ou des enseignes comme Action, etc., où il y a beaucoup de gens qui vont vouloir un produit tout de suite, ils vont se faire livrer en 10 minutes, en 5 minutes. Donc, c'est que bien sûr que les normes, elles ne changent pas comme ça et qu'il y a des gens très riches, alors qui, eux, sont alors, pas du tout concernés. Hein, c'est-à-dire que ceux qui ne sont pas du tout concernés par le changement climatique et par les enjeux écologiques, c'est, en termes de préoccupation, c'est les plus de 60 ans, qui pour eux, ce n'est pas un sujet, et les très riches. Donc, il y a sans doute des choses à faire, peut-être interdire du côté des très riches, mais interdire des produits, pour moi, c'est pas, je veux dire, ça n'existe pas. Je ne vois pas comment, si ce n'est pas dangereux pour la santé, si il n'y a pas de risque de précaution qui est mis en jeu, je ne vois pas comment on peut interdire des choses. Donc, il faut faire attention à ne pas opposer en fait les catégories de population en donnant en indiquant que ça serait mieux de faire comme ça. Moi, je crois que ce qui aujourd'hui permettrait de faire changer les entreprises, c'est la demande des consommateurs de la RSE. En fait, hein, je pense que la loi qui a été faite sur les entreprises à mission, elle fait agir, en tous les cas du côté des rapports financiers. On voit bien que les financements commencent à bouger un petit peu, sans doute pas assez vite, mais ces rapports financiers où il faut faire bouger ce qu'on produit et s'engager à des réductions de carbone, en tous les cas d'impact zéro, des entreprises le font et ça fonctionne en termes d'attirer des consommateurs. Donc, c'est une façon de tirer dans un sens, parce que ce qui manque aux consommateurs, c'est bien sûr l'offre. Comment voulez-vous qu'on se déplace avec un véhicule qui ne soit pas thermique tant qu'il y a 10 000 euros d'écart entre un véhicule électrique et tant qu'il n'y a pas de service de transport? Avant de passer la parole à Sophie, je note simplement qu'on commence quand même à interdire, hein, puisqu'on interdit les véhicules à moteur thermique en 2035, puisqu'on a interdit le plastique à usage unique avec un calendrier. Donc, je ne dis pas qu'il faut le faire, hein, mais ce n'est pas complètement en dehors des radars aujourd'hui au nom du climat. Hein. Sophie. Oui, alors pour répondre à cette question de qu'est-ce qui bloque, alors il y a énormément en fait de mécanismes qui jouent en même temps. Donc je vais essayer de ne pas être trop peut-être ambitieuse dans ma réponse pour aller au plus évident. Le marché est un espace d'injonction, d'incitation, d'information qui joue dans plein de directions. Donc, il faut réaliser à quel point les consommateurs sont aujourd'hui soumis à toutes sortes d'injonctions, allant de celles effectivement qui les encouragent plutôt à la sobriété ou plutôt à une consommation responsable, jusqu'à des messages qui encouragent au contraire à une consommation plutôt débridée. Donc il y a toute cette variété de messages en fait, hein, qui s'expriment et auxquels les consommateurs sont soumis et en fait avec lesquels aussi ils composent pour leur choix de consommation. Deuxième aspect, la question de ce qu'on appelle la stratification sociale de la consommation. Pascal en a bien parlé, donc le fait effectivement qu'il y a des groupes sociaux et en fait qui ont une relation à la consommation qui est assez différente. C'est-à-dire que cette consommation très réflexive, qui est la consommation engagée, elle est très propre à un groupe social et elle n'est pas, ça ne correspond pas à, par exemple, la consommation contrainte et ça ne correspond pas non plus à des formes de consommation ultra statutaires, sauf à réincorporer cette stratégie en fait réflexive dans la construction du statut. Mais il y a d'autres façons de construire son statut, notamment avec, par exemple, des démonstrations d'opulence, du coup, qui n'est pas du tout en phase avec les injonctions à la consommation responsable. Ce que je voudrais dire, en fait, quand on regarde ce qu'a produit la consommation engagée, et en effet, en fait, hein, c'est quelque chose qui ne date pas d'hier, hein, très, très ancien, je ne vais pas revenir là-dessus, mais en tous les cas, prenons ne serait-ce que pas de 20 ans, par exemple. En fait, on s'aperçoit que ce que fait la consommation engagée, c'est finalement d'ouvrir des espaces de consommation en plus, ou des possibles de consommation en plus.
pas forcément en remplaçant, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des consommateurs qui ont des pratiques de consommation engagée tout en continuant à consommer de façon, on va dire, moins engagée. Donc, on n'est pas en fait dans une situation dans laquelle on est en train de remplacer. C'est un peu la même chose d'ailleurs avec les productions d'énergie alternatives, en fait, qui viennent ajouter en fait de la puissance énergétique dans le système. Donc, en fait, cette consommation engagée, c'est pour ça que je parlais des marges tout à l'heure, elle s'exprime aux marges, parce que d'une certaine manière, les entreprises, le secteur économique, le secteur de l'offre, va y répondre sur un mode un petit peu marketing, c'est-à-dire en disant, ben, ma foi, on a plutôt des consommateurs très volontaires, en plus plutôt bien portants économiquement, qui sont prêts à acheter. Voilà, on a une cible et on a la possibilité aussi de développer cette offre de consommation engagée qui, en effet, s'exprime encore aux marges du marché et pas au cœur du marché. C'est-à-dire que ce qui est très compliqué, finalement, c'est de bouger ce cœur du marché. Et donc, vous voyez bien qu'en ayant cette double détente, les marges et le cœur, eh bien, on retombe en fait dans ce que je disais au tout début, à savoir ce système d'injonction contradictoire. Alors, effectivement, on peut imaginer que ça ne viendra pas des entreprises toutes seules, ça ne viendra pas non plus des consommateurs tout seuls. Les consommateurs n'ont pas, en fait, ce pouvoir de bouger l'offre. Pascal a une formule tout à l'heure assez éloquente. Ce qui manque, c'est l'offre. En effet, les mouvements en fait, de ce changement social autour de la consommation engagée, ils fonctionnent par la façon dont cette consommation engagée, donc ces messages qui arrivent par la demande et qui sont quand même très orchestrés par le monde militant, font valoir des aspirations un peu différentes d'une partie des consommateurs. Il y a effectivement des reprises du monde marchand, comme je le dis, à la marge, et puis il y a une régulation qui va encourager tout ça. On voit bien qu'on n'est pas aujourd'hui avec ce modèle-là en capacité de bouger le cœur du système, c'est-à-dire d'avoir un changement social qui serait capable d'attaquer le cœur de l'affaire, qui est ce que je disais au départ, à savoir ce contrat social, le rôle qu'on veut faire jouer à la consommation dans nos modèles économiques, nos modèles macroéconomiques, et puis la manière dont les modèles d'affaires des entreprises sont aujourd'hui essentiellement construits autour du volume, c'est-à-dire de la construction du profit dans des conditions de production de volume. Et tant qu'on ne défera pas ça, on ne s'attaquera pas à la problématique de la consommation. La problématique de la consommation, si je veux le dire en faisant un peu court, est d'abord une problématique de modèle micro-macro-économique. Très bien, merci beaucoup. Donc, c'est une excellente transition pour la deuxième partie, qui ne sera pas la plus simple, comme chacun sait, qui est discutons de, voilà, vous êtes tous ministres, voire président de la République, les uns et les autres. Il faut changer le mode de consommation, tout le monde en est bien d'accord. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Je vais peut-être passer d'abord la parole à Antoine sur l'aspect, il y a plusieurs aspects évidemment possibles. Il y a évidemment l'aspect transparence vis-à-vis du consommateur, pour qu'il nous fasse le point sur où on en est aujourd'hui de la transparence de vie du consommateur sur les impacts sanitaires et environnementaux. J'ai compliqué, et pas simplement sur les sanitaires et environnementaux, y compris sur la réparabilité, y compris, au fond, est-ce que le consommateur maintenant, ou est-ce qu'il est prévu qu'il le soit, est maintenant suffisamment informé pour pouvoir choisir en connaissance de cause? C'est un premier aspect, ce n'est qu'un aspect, hein, je le dis, mais c'est un premier aspect du sujet, et Antoine peut-être est le mieux placé pour y répondre en tout cas. En l'état, il est relativement peu informé, peu éclairé. Et quand il y a des outils qui sont soi-disant à sa disposition, ils n'ont pas nécessairement les vertus qu'on leur prête, en tout cas que ceux qui promeuvent ces indications leur promettent. Notamment, on avait publié une étude avec Greenpeace et WWF sur les labels alimentaires, notamment sur les utilisations des pesticides. Parce qu'on voit bien qu'il y a des enjeux, notamment économiques, avec le label HVE, haute valeur environnementale, où en réalité, on montrait que derrière le label, on avait globalement une diversité des pratiques et que la promesse était très loin d'être au rendez-vous. Donc ça, c'est aussi un souci. Il faut avoir des outils et aussi des outils fiables.
Aujourd'hui, globalement, les consommateurs ne les ont pas. Sur la partie alimentaire, on considère qu'ils les ont. Quand on dit que ce n'est pas suffisant pour faire changer peut-être les pratiques des professionnels, c'est plutôt incertain, hein. Quand on regarde notamment sur le Nutri-Score, on se rend compte que cette information a deux impacts. Évidemment, pour les consommateurs, de permettre pour eux d'orienter leur consommation vers des produits qui ont des meilleurs Nutri-Score, mais aussi que ça a eu un impact, alors qu'on va chiffrer, hein, qu'on est en train de chiffrer, sur l'amélioration, quand c'est possible, des recettes. Et c'est ça, évidemment, derrière qui joue, parce que tout ce qui est affichage en termes de label, ça a un impact sur l'image de marque, justement, véhiculée par les industriels. Et c'est cette information qui peut changer aussi, évidemment, les comportements d'achat des consommateurs et plus largement les pratiques des professionnels pour améliorer leur image. Quand vous avez un Nutri-Score sur votre produit, bah, peut-être que vous dites bah, on va essayer d'améliorer les choses pour que ce soit D, incrémental, voire C. Donc on voit bien que cette logique est en tout cas adoptée par les professionnels. Par contre, il faut qu'il y ait d'autres outils. Et sur les parties plus environnementales, on voit aujourd'hui qu'il y a des défaillances. Alors, c'est encore ça en construction. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a des textes globalement législatifs qui mettent en place ces différents indicateurs pour les consommateurs, mais derrière, notamment, on voit que dans les groupes de travail, il faut concrètement arriver à ce que l'indicateur qui sort soit pertinent pour les consommateurs. Et on voit notamment que ce n'est pas toujours le cas, notamment sur l'indice de réparabilité. On voit bien qu'aujourd'hui, l'indice de réparabilité, c'est un élément important pour l'affichage des consommateurs. Si tu peux rappeler en un mot ce que c'est que l'indice de réparabilité, tout le monde n'est peut-être pas Oui, au courant. l'indice de réparabilité, c'est un indice qui devient obligatoire pour de plus en plus de gammes d'électroménagers, où globalement, c'est censé être affiché au moment de l'achat, une note sur 10, hein, de 0 à 10, et le consommateur sait si le produit qu'il va acheter est plus ou moins réparable. C'est-à-dire que notamment pendant la période de garantie, pour lui, c'est pas forcément un souci, mais dès que la période légale de conformité est passée, bah, se pose la question, c'est est-ce que je fais réparer ou est-ce que je vais acheter un nouveau produit? Et notamment, il a dès l'acte d'achat l'information en théorie sur sa capacité à réparer le produit. Donc on dit évidemment cet indice, le principe de l'indice, tout le monde peut être pour, hein, et notamment c'est un indice qui prépare l'indice de durabilité qui arrivera plus tard. Mais nous, on a sur ce point-là aussi fait une enquête et on montre que les critères d'élaboration finalement de la note sont très largement insuffisants. On voit bien que sur une gamme de produits globalement, on se demande si cette note n'a pas été bâtie de telle sorte, cette méthodologie de telle sorte, est-ce que tout le monde a des bonnes notes? On voit qu'il y a des gammes, tout le monde a certains produits où tout le monde a entre 7 et 8. Donc, ça ne permet pas finalement de distinguer les produits plus ou moins réparables. Et quand bien même, parfois, on voit que dans la construction de la note, vous avez des produits qui ont la moyenne, alors que sur les sous-critères, notamment sur la disponibilité des pièces détachées, il y a 0. Ça veut dire parce que ce n'est pas pondéré, donc on vous dit bah, vous êtes 7 sur 10 sur l'indice de réparabilité, mais vous ne pourrez en réalité jamais réparer le produit parce qu'il n'y a strictement aucune pièce détachée qui sera disponible. Donc on voit bien qu'il y a un problème finalement derrière de construction d'outils. Il faut les outils pour les consommateurs, mais qu'il y a un gros travail à faire. C'est qu'on ne peut pas simplement se réjouir lorsque la loi dit bah, il y aura un indice de réparabilité, un indice d'impact environnemental, un indice de durabilité des produits. C'est que finalement, le combat va jusqu'au groupe de travail, finalement, à l'élaboration précise de ces indicateurs. Et on voit que là, il peut y avoir un lobby des professionnels visant globalement à noyer le poisson parce que personne ne veut développer un produit où l'indice de réparabilité est de 3 sur 10. Comme on voit que ces indices sont co-construits, très largement construits par les professionnels, on voit qu'il y a une attention apportée par les ONG, les associations de consommateurs, mais plus largement les ONG, sur la façon dont on doit construire ces indicateurs qui aujourd'hui existent, vont exister. Alors, il y a pas mal de textes qui poussent pour le développement de ces indicateurs d'impact environnemental, direct ou indirect, notamment via la réparabilité, parce que l'objectif, c'est de forcer les industriels, de les contraindre à améliorer l'éco-conception de leurs produits pour qu'ils aient en plus une note supérieure. Mais s'ils savent que quoi qu'ils fassent au niveau de la production, finalement, ils auront une bonne note sur la réparabilité, on voit bien que c'est une désincitation finalement à une amélioration de l'offre. Alors, moi, Gildas, je voudrais t'entendre sur ce sujet, sous l'angle, évidemment,
de la contradiction qui existe parfois dans le secteur de la publicité et de la communication, sur l'idée que la communication et la publicité informent le consommateur, ce qui est vrai, parce qu'elle permet d'informer de l'existence d'un produit, mais en même temps, assez grande réticence, pas de tout le monde, mais enfin d'un certain nombre de gens, à afficher exactement les caractéristiques des produits, et en particulier, évidemment, les caractéristiques, impact climatique, impact environnemental, impact sur la santé. Alors, on comprend bien cette réticence dans un certain nombre de secteurs où, par exemple, quand il y a une accumulation de mentions dans une publicité télévisée, il n'est pas sûr que tout ça, du coup, ne noie pas d'ailleurs le message qu'il y a sur ces mentions. Donc, on voit bien qu'il peut y avoir une réticence pour que tout simplement la publicité soit écoutée et soit recevable. Mais il y a quand même cette réticence générale qui est quand même très contradictoire, parce qu'au contraire, me semble-t-il, le milieu de la communication devrait se dire, moi, je suis celui qui informe complètement le consommateur des caractéristiques du produit. Ouais, c'est une question très difficile parce que en fait, ce qui freine culturellement, vraiment profondément, c'est le sentiment qu'ont les créatifs, parce que c'est un monde qui est quand même assez piloté par le monde de la grande création publicitaire, hein, je parle de la publicité, qui ont vu arriver les sujets réglementaires comme étant une espèce de bien-pensance et une espèce d'étroitisation de la liberté, parce que le monde de l'écologie a tapé à tout va, avec une stratégie qui aurait mérité un bon conseil en communication, à mon avis, parce que à force de dire faut pas qu'il y ait d'affiches dans la rue, faut pas qu'il y ait des trucs, en fait, il faut tout arrêter. Il y a eu un sentiment, ça a fait naître un sentiment qui est un peu passé, hein, mais moi j'ai connu ça il y a 10-15 ans, de gens extrêmement rétifs et donc qui se sont complètement fermés en disant, comme tous ceux qui sont dans une forme de déni, en disant pour d'aucuns, ouais, en fait, ce sont des gens qui veulent une société complètement aseptisée, dans laquelle on sera monoproduit. J'ai vu tout à l'heure dans le chat, et c'est vrai, qui va être drivé par les GAFAM, parce que c'est aussi un secteur de la publicité et les médias, qui est, en tout cas la publicité et la communication, qui est très paupérisé par un énorme éléphant dans la pièce qui s'appelle les GAFAM, qui est en train de piquer toute la valeur du secteur dans lequel il y avait des moyens de narration, de création, de tactique, et qui fait qu'aujourd'hui, pour un industriel, le moindre coût, c'est quand même d'acheter du lien Google, donc, dans lequel il y a une déperdition complète de valeur et où après, on pourra cliquer aspirateur et se dire qu'il n'y en aura qu'un. Bref, il y a eu un champ culturel tout à fait contraire à l'embarquement de ces publics. Je pense que c'est important de le noter parce qu'on a pris un peu le truc un peu à l'envers. Maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, on a des générations de communicants et de publicitaires qui comprennent bien, d'abord parce qu'ils ont des enfants, parce qu'ils se sont réveillés aussi, hein. Chacun se réveille en temps et en heure, et qui comprennent bien qu'il y a un enjeu. Le lien complexe que j'essayais de décrire tout à l'heure, c'est le fait que c'est un secteur qui est complètement inféodé aux industriels qui sont les donneurs d'ordre et qui font que tu as du boulot, que tu n'as pas de boulot. Donc ça, c'est clair. C'est très compliqué de dire à une marque de junk food non, non, moi, il y a une fois une journaliste, il y a 10 ans, qui me disait et vous refusez? Je lui dis oui, je refuse des affaires. Ah bon, c'était quoi? Dans quel secteur, etc. Et j'essayais de décrire un exemple que j'avais en tête, et je m'étais irrité en disant, d'ailleurs le papier n'était pas bon du tout à la fin, en disant à cette journaliste, mais la vraie question, c'était combien? Parce que je peux faire le malin en disant que j'ai refusé un budget, mais si c'était 50 000 balles, mais qu'aurait été ma réponse à 200 000 ou à 500 000, alors que je venais de virer un maquette exé parce que le budget était tendu. Vous voyez, il ne faut pas perdre l'idée qu'il y a quand même un sentiment un peu grégaire
de défense, alors qu'on peut appeler corporatiste, égoïste, etc., mais qui est comme ça, et qui est comme ça dans toute notre humanité, parmi tous les acteurs du corps social. Maintenant, moi, ce que je pense, c'est que la révolution qu'on est en train de vivre, pour parler plus positivement, c'est quand même la révolution du carbone et du climat. Le fait que depuis ton rapport avec Thierry Libart et le fait que dans votre rapport a été pointé que le secteur de la communication, de la publicité et des médias était peut-être le dernier secteur à ne pas avoir de publication des émissions carbone, de trajectoire carbone, a finalement permis de recentrer et de rationaliser un peu ce discours. Aujourd'hui, le sujet, c'est entre un annonceur et une agence, un prestataire et un média, c'est OK, ça pèse combien en carbone. Donc, j'ai l'impression que ça commence à rationaliser. Et pour ne pas prendre trop de temps, je pense que si j'étais pas Premier ministre, c'est vraiment un job pourri, mais en tout cas, président, c'est plus confortable. Je pense qu'il faut revenir absolument à la taxe carbone. Je pense que c'est une folie d'avoir abandonné. Alors, on connaît tous les contextes qui ont fait les bonnets rouges, les gilets jaunes, etc. Que ce soit socialement extrêmement compliqué. Mais je pense que l'État a toujours su mettre des compensations ou des mesures de rattrapage ou de protection, entre autres pour les catégories les plus contraintes en termes de pouvoir d'achat. Quand on voit aujourd'hui que, on l'a dit en préambule aussi, que les plus riches sont les plus émetteurs dans leur consommation, je pense qu'on a un outil. On a un outil qui est reconnu, qui est international et qui, en tout cas pour mon métier, peut redescendre jusque au calcul carbone de ce que fait une campagne de communication en plus de ce que fait le produit dans sa conception, sa consommation et sa fin de vie. Donc moi, je pense que ça reste la mère de toutes les batailles et j'espère que cet outil-là va revenir. En tout cas, c'est une révolution qu'on est en train de vivre parce que, en tout cas, c'est une des missions que je me donne, il faut absolument faire rentrer notre secteur dans la compréhension de ces impacts, à la fois en termes de production, et le digital est un énorme sujet, mais aussi en termes d'appréhension de ce qu'est un produit dans ses impacts, même si c'est très réduit, même si vraiment je le sais que c'est très réducteur, en tout cas, c'est très signifiant. Et quand je voyais le chat tout à l'heure avec des commentaires, comme on les a tout le temps, oui, mais alors on peut manger bio et puis finalement prendre l'avion, etc. Le consommateur et le citoyen, parce que j'aime bien aussi qu'on ramène cette espèce de dualité permanente, le consommateur, il est en permanence en train finalement de s'autoriser et de faire ses courses lui-même dans toutes ces injonctions contradictoires en disant je mange bio, mais bon, quand même, je peux aller faire mes courses chez H&M, c'est pas grave et puis c'est pas cher. Voilà. Donc, je pense qu'avoir un méta-label, en tout cas, moi, c'est plutôt là-dessus que je pencherais. Alors, Pascal, parlons prix. Les produits. Oui, si tu veux réagir. Oui, je pense qu'il y a du côté des prix. Moi, enfin, ce que je trouve, c'est que ça manque un petit peu de soutien au développement des offres qui vont dans le bon sens. Je pense au bio. Le bio est en train de stagner là, donc c'est parce qu'il y a une bagarre entre le. Enfin, c'est très politique en fait. Hein, ça vient quand même de ce modèle-là n'a jamais été accepté par le monde agricole, par le monde des agronomes, et tant qu'il y a cet écart de prix, évidemment, ça ne pourra pas être utilisé par les consommateurs. Enfin, en tous les cas, ça ne pourra pas s'étendre à plus de citoyens si on prend ce terme-là. Si je prends l'exemple du véhicule électrique, il faut savoir que chez les particuliers, la part de l'électrique dans les nouveaux achats de véhicules neufs en 2021, c'est la moitié. Donc, il y a bien un secteur qui a réussi. Alors, parce qu'il y a une interdiction sans doute, il y a certains acteurs qui sont encore, il y en a au moins un qui milite pour qu'on ne passe pas tout électrique, mais on voit bien que sur cet objet-là, on a pu, parce qu'il y a eu une partie de soutien, mais qui d'ailleurs va peut-être s'arrêter, on a une partie de la population, quand elle achète un véhicule, a compris, ceux qui sont acheteurs de neuf, qu'il faut l'acheter électrique. Donc, je crois qu'on peut arriver à… Il faut absolument que dans
enfin, évidemment, passer par l'économique et donc passer par le prix pour le citoyen, il ne faut pas que ce soit plus cher. Et donc, il faut qu'au contraire, même, on puisse inciter ceux qui vont avoir plus, qui le feront moins par conviction et donc les plus modestes à basculer vers ces choix-là. Donc, il faut que ce soit moins cher. Donc, c'est vraiment ces questions-là. Je ne comprends pas pourquoi le kérosène n'est pas taxé, que la SNCF n'est pas financée, etc. C'est-à-dire qu'on voit bien que sur les modes de transport, on n'incite pas du tout à ce qu'on arrête de prendre l'avion, par exemple. Et la deuxième chose, je pense qu'on ne communique pas. Enfin, il y a un manque d'information, c'était dit dans le chat, hein, c'est Céline Ménet qui disait, c'est-à-dire qu'on calcule toujours le poids carbone d'un point de vue du pays, de la production, et jamais du point de vue de la consommation. Alors, très rarement, c'est-à-dire qu'un citoyen, quelle est la hiérarchie dans les comportements de ce qui pèse le plus? Les calculs ne sont pas forcément faits. Hein. On sait que sur l'alimentaire, en effet, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur l'éco-score, mais c'est qu'il y ait des communications qui, comme sur le PNLS, hein, on explique bien que quand vous prenez l'avion, vous avez perdu 10 ans de votre vie c'est vrai que cette idée de dire on donnerait une quantité de carbone à consommer dans la vie, eh bien c'est vraiment aider les citoyens à bien se positionner. Il y a des applications, il y a des sites mais qui sont tellement peu utilisés qui permettent à chacun de regarder dans l'année comment il peut arriver à diminuer ses impacts, parler des impacts du digital, c'est le nouveau sujet, et cette façon de donner les choses, de donner les éléments pour que chacun puisse le faire, permettra en effet à plus de citoyens d'agir, parce que les citoyens agissent, ça fait évidemment quand même changer les choses. Donc, je pense que agir sur faire des TVA à zéro quand c'est un produit qui est bénéfique, par exemple dans l'alimentation, et évidemment des taxes carbone. En effet, sur les entreprises, ça existe. Il faut que ça passe, dans ce que vient de dire Gilles, on comprend bien que les enjeux économiques drivent tout. Donc, si on ne prend pas le problème par cette question-là, on n'arrive pas à faire changer les comportements des consommateurs. Alors, avant de passer la parole à Sophie, je verse au débat les deux propositions qu'on a faites. La première, dans cette logique-là, c'est de généraliser, mais en discutant secteur par secteur, la logique du bonus-malus, systématiquement. Bonus aux produits propres, malus aux produits sales. Mais raisonner secteur par secteur pour que c'est un sens économique, parce que ça n'a pas toujours dans ce cas. Ça, c'est la première proposition. Et la deuxième proposition, je pense, très forte, c'est cette idée qu'il faut que les filières de reconditionnement des produits soient traitées en matière d'innovation, etc., de la même façon que les grands plans d'avancée technologique. Moi, je suis toujours très frappé de voir qu'on commence à voir se développer les téléphones reconditionnés, la vente de téléphones reconditionnés en France, mais ça fait 5% ou 10%, je crois, du marché. Un téléphone reconditionné a 80% d'impact environnemental en moins qu'un téléphone neuf. Et donc de se fixer comme objectif de politique industrielle et d'innovation, tout ça pour rejoindre l'idée qu'il faut aussi travailler sur l'offre. En effet, je crois que c'est tout à fait important. Une vraie politique industrielle d'innovation pour avoir un objectif, par exemple, de 60 à 70% d'un marché qui soit par des produits réconditionnés, moi, me paraît une nouvelle logique industrielle tout à fait importante. C'est valable pour les téléphones, c'est valable pour beaucoup d'autres choses. Hein. Renault vient d'ouvrir une usine à Flins où ils reconditionnent des voitures, etc., etc., etc. Voilà, je verse ça au débat. Sophie. Oui, merci. Alors, moi, j'ai un petit peu du mal en fait à identifier des mesures concrètes. Alors, c'est pas seulement parce que les sociologues, c'est pas l'exercice dans lequel les sociologues sont les meilleurs, hein, disons les choses clairement. C'est aussi parce que j'ai l'impression qu'en fait, en faisant cet exercice-là, finalement, on ne touche pas au cœur du système. Et vous avez compris, c'est ce sur quoi j'essaye d'insister depuis le début dans mes interventions. C'est-à-dire que finalement, l'incrémental, on l'a déjà beaucoup fait et on voit que ce que ça fait, ça ouvre un champ des possibles, d'autres formes de consommation pour une partie de la population, etc., sans bouger finalement, ce qui fait que de toute façon, on a besoin d'alimenter ces niveaux de consommation. Et ça, il faut vraiment avoir en tête qu'aujourd'hui, on a tout un système économique qui est fondé sur la nécessité de vendre beaucoup. Donc, que des gens achètent beaucoup. Et ça, on sait très bien faire. Voilà. Donc, du coup, mais bon, pour entrer dans l'exercice,
qu'est-ce qui me paraît important? Effectivement, le cadre de la régulation, il est forcément absolument majeur, à la fois avec de la normativité, c'est-à-dire, alors est-ce que ça doit aller jusqu'à l'interdiction? C'est pas à moi forcément de le dire, mais en tous les cas, des messages clairs des pouvoirs publics sur des choses qui sont renvoyées en fait à des problématiques collectives importantes et d'autres choses qui sont encouragées. Comme vous le savez, en fait, ce que fait la taxe, par exemple, comme outil, c'est pas seulement en fait de redistribuer, c'est aussi d'envoyer des messages très clairs hein, sur des modes de consommation qui sont encouragés et d'autres qui sont découragés. Voilà. Et je dis au passage que si la taxe est utilisée, on voit bien qu'une taxe sans élément de correction des effets régressifs est problématique sur les questions de consommation. Il n'y a pas que ces cadres-là, il y a toute une série d'outils. En tout cas, on a parlé tout à l'heure des outils d'affichage qui sont de plus en plus utilisés. Les outils d'affichage ne sont pas des outils sur la demande, contrairement à ce qu'on peut croire. Hein. Ce sont des outils de régulation de l'offre qui sont même assez efficaces à condition, en effet, qu'on ait conçu l'outil pour qu'il ait cette efficacité-là. Le Nutri-Score fonctionne pas trop mal, en fait, pour avoir effectivement contribué à réorienter les formulations de produits alimentaires, par exemple, vers quelque chose qui va être plus favorable à la santé. Donc, c'est un outil de régulation de l'offre, tout simplement parce qu'il va redistribuer une partie des mécanismes de la concurrence sur d'autres objectifs que ceux vers lesquels ces mécanismes sont orientés. Par exemple, sur effectivement des objectifs de santé publique ou des objectifs climat, par exemple, ce qu'on peut imaginer avec l'éco-score. Donc, on a des outils de ce type-là. Je pense qu'il y a aussi une autre série d'outils qui peut fonctionner. Vous voyez que je suis à chaque fois sur des outils d'offre, hein, sur des outils d'encadrement ou d'accompagnement des espaces professionnels, de ce qu'on peut appeler les champs industriels, parce que, en fin de compte, le monde économique est un monde extrêmement conservateur. Vous trouverez assez peu d'entreprises qui sont capables de bouger seules, de prendre les risques seules. En revanche, elles peuvent être plus amenées à le faire en étant assurées que finalement, c'est un peu le système qui va bouger dans son ensemble. Donc, ce qu'on a actuellement dans le monde de la communication, avec des formes des espaces un peu délibératifs entre annonceurs et communicants, par exemple, est assez intéressant de ce point de vue-là, à condition que les pouvoirs publics soient associés, que la société civile le soit aussi, mais pour finalement réfléchir collectivement à ces fameux modèles économiques dont je parlais tout à l'heure et leur articulation à nos modèles de prospérité plus macro. Donc, vous voyez, je suis assez loin des solutions très concrètes parce que pour moi, tant qu'on ne touchera pas à ces éléments-là, on ne va pas bouger grand-chose. Et enfin, si je reboucle sur les questions d'interdiction, là aussi, on a besoin d'espaces délibératifs pour savoir ce que ça veut dire, en fait, d'interdire des accès à la consommation qu'on a précisément conçus pour être assez ouverts à des populations dont les accès à la consommation ne sont pas nécessairement très nombreux et très faciles. Donc, toutes ces problématiques-là, en fait, sont des problématiques extrêmement politiques et qui nécessitent, en tous les cas, peut-être qu'on arrête de traiter la consommation comme un petit sujet. Ça, ce serait déjà la bonne nouvelle. Je crois qu'on peut partager cet avis, en effet, que ce sujet est assez essentiel. Peut-être qu'au stade où on en est, on peut prendre une ou deux questions. J'ai vu que le chat était nourri de plein de réflexions intéressantes. Peut-être une ou deux questions venant de la salle, comme on le fait d'habitude. S'il y a une ou deux questions qui veulent être posées, et puis ensuite on demandera à nos 15 intervenants de conclure sur ce qui leur paraît peut-être le plus important, le plus opérationnel pour l'avenir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir depuis la salle?
J'ai vu qu'il y avait toute une série de réflexions intéressantes dans le chat, encore une fois, donc n'hésitez pas à intervenir si vous souhaitez poser une question en relation avec en levant la main, poser une question en relation avec ces réflexions de chat. En tout cas, je vous renvoie à ce chat. Il y a en particulier une série de documents que je pense intéressants. Donc, n'hésitez pas à les télécharger. Je ne vois pas de questions. Je vois que vous êtes tout à fait sage. Je vois Jérémy Dumont ouvrir sa vidéo. Ça veut dire qu'il souhaite intervenir. Donc, brièvement, Jérémy Dumont, je Non, vous mais passe la parole. je trouve qu'on approche toujours les consommateurs d'un point de vue rationnel, comme si c'était des acteurs rationnels. Et donc, ils réagissent en fonction du prix, et donc, ou de la contrainte, ou du plaisir, ou du désir. Et je trouve qu'il faudrait quand même essayer de creuser. Alors, c'est vrai que les sociologues sont. Enfin, c'est un profil intéressant, mais on pourrait creuser encore plus la connaissance du facteur humain pour pouvoir vraiment agir au cœur de tous les enjeux qui sont les nôtres, qui ne sont pas que techniques, économiques, logistiques, quoi. Et donc, voilà, je vous invite à, je sais pas, voilà, réfléchir à ça. Vous voulez dire peut-être si c'est sur une logique de réflexion sur le comportement lui-même, c'est ça, de Oui, chaque individu? faire évoluer les comportements pour que les individus s'accomplissent dans la société, je pense qu'on peut le faire. D'accord, très bien. Sauf que le sujet dépasse largement les comportements, là, ici, hein, mais bon, pourquoi pas. Raymond Zaharia. Et puis ensuite, on demandera à chacun de conclure, peut-être en reprenant les questions qui ont été posées. Raymond Zaharia, il n'y a pas de Oui, bonjour vidéo? Géraud, Oui, je viens d'ouvrir mon micro, merci de me très donner la bien, parole. je t'en prie. J'ai partagé dans le chat un lien qui est un document de travail sur ce que j'appelle le juste besoin et qui me paraît plus souhaitable que simplement militer pour la sobriété. Dans la sobriété, qu'on le veuille ou non, il y a une connotation de sacrifice, tandis que dans le juste besoin, il y a simplement une utilisation rationnelle d'une ressource ou d'une matière. Donc ça, c'est un premier, c'est juste une information, je ne vais pas commenter davantage, sauf si vous le souhaitez. Et sinon, j'ai une deuxième réflexion à propos des comportements rationnels. Je pense qu'il y a une malédiction du point de vue de la transition en cours, enfin, souhaitable. C'est ce qui vient de l'économie dominante, quoi, de Jean-Baptiste C., Adam Smith, Ricardo et compagnie, qui ont défini un modèle dans lequel les échanges marchands entre acteurs rationnels et parfaitement informés produisent une allocation optimale de ressources. On enseigne encore ça dans les premières années de sciences économiques. Je pense que tant qu'il n'y aura pas une remise en cause, tant que quelqu'un comme Jean Tirole continuera à s'opposer à la demande des professeurs de SES de pouvoir enseigner autre chose que la théorie standard, c'est une très belle théorie, hein, les acteurs rationnels et parfaitement informés, sûrement qu'ils font une allocation optimale de ressources, sauf qu'il n'y a pas d'acteurs rationnels et parfaitement informés dans le monde où nous vivons. Voilà, je m'arrête là. En gros, la contestation de la science économique dominante me paraît une clé pour l'efficacité, la réussite de la transition écologique. Merci. Alors, je ne Alors, suis pas trop hors sujet. non, non, pas du tout. Jean-Louis Vira, mais vraiment pour quelques secondes, donc vraiment une toute petite remarque. J'en profite pour saluer Jean-Louis Vira, que j'ai croisé en 2017 à Die, un très bon souvenir. Très bien. On vous laissera échanger en bilatéral, si ça vous ennuie pas. Et ensuite, je passerai la parole aux intervenants, mais vraiment pour une minute. Oui, non, mais je serai très bref. C'est une simple information. Oui. C'est qu'au fond, nous avons évoqué ici un changement de consommation, je dirais, de biens. C'est-à-dire produire des biens, offrir des biens d'une façon différente et compatible avec les limites de la planète. Et il me semble qu'il y a un sujet qui est resté complètement à part, c'est qu'il y a peut-être d'autres formes de consommation avec beaucoup moins de biens. Et j'ai trouvé que ce sujet n'était pas abordé, donc j'exprime le souhait qu'il puisse y avoir une poursuite des réflexions sur cette thématique, que par ailleurs, dans mes organisations, nous travaillons également. Très bien, tout à fait volontiers, c'est bien noté. Alors, je vais passer la parole donc, à nos intervenants pour une brève conclusion, donc en commençant peut-être par Antoine Autier.
Oui, merci de nouveau vous remercier tous pour l'invitation. Donc pour le dernier point, on a un peu passé rapidement, mais il y avait beaucoup de sujets sur la question des prix qui restent aussi fondamentaux pour les consommateurs. Donc je pense qu'il ne faut jamais omettre, si possible, d'avoir en tête la question de l'impact sur le pouvoir d'achat des consommateurs, parce que nous, on a pu notamment faire dans nos campagnes d'enchères inversées promouvoir des offres 100% renouvelables, et on a vu que lorsque le prix était aussi attractif que les offres classiques, il y avait beaucoup de monde qui allait dessus. Quand il fallait payer un peu plus cher, là, ces offres étaient beaucoup moins souscrites. Donc on voit bien qu'au-delà du déclaratif, c'est la préoccupation environnementale, dans les faits, de toute façon, qu'on le veuille ou non, le facteur prix est prépondérant, le signal prix est fondamental. Donc si on veut aider finalement la transition sur les usages, toujours faire en sorte de pouvoir associer l'information sur des prix, sur des produits plus intéressants pour l'environnement, avec la meilleure façon de limiter l'impact sur le prix, notamment via des systèmes de bonus-malus qu'on promet aussi bien à l'UFC Que Choisir d'ailleurs qu'à la Fabrique écologique. Merci beaucoup, Gildas. Moi, je dirais qu'il faut donner de la gourmandise à la consommation responsable. C'est-à-dire qu'il faut participer à une nouvelle perception de valeur. Parce que oui, on parle de prix et c'est fondamental, et je suis d'accord avec toi, on l'a peu évoqué, mais on embrasse tellement de sujets en même temps là. Mais je pense que la notion de la valeur intrinsèque, même du plaisir hédoniste à ne pas consommer, à générer, on parle beaucoup de nouveaux récits, c'est très à la mode, mais de générer une nouvelle vision et une nouvelle gourmandise, une nouvelle appétence à consommer différemment. Je pense que la société va le faire avant les communicants, hein. On le voit dans les nouvelles tendances qui sont en train d'émerger, dans une nouvelle reconnaissance un peu communautaire, un peu tribale, qui est la fierté de ne plus avoir de téléphone. Ou d'avoir. Voilà, je pense qu'il nous faut quand même aussi apprendre, nous, en tout cas pour ma part, en tant que communicant plus responsable, à souffler sur les braises de ce nouveau rapport au monde et aider à ringardiser ce que notre cerveau le plus grégaire anime au quotidien, c'est-à-dire notre envie d'avoir plus que notre voisin. Merci. Sophie ? Oui, alors peut-être pour conclure, ce que j'aimerais dire, c'est que ne concluons pas, justement, ouvrons le maximum de débats sur ces questions de consommation avec les perspectives, si possible, les plus larges possibles. Et je remercie la Fabrique écologique d'avoir organisé ce débat. Et du coup, je vais rejoindre Gildas. C'est vrai que pour nous, les sociologues, en fait, cette question de la valeur, elle est absolument centrale. Alors pas seulement les valeurs, mais la valeur au sens de qu'est-ce qu'on compte, comment on compte, qu'est-ce qui compte. Je crois que c'est ça qui est en jeu, et qu'on voit que les débats de société que ça ouvre sont des débats profonds, puisque c'est effectivement comment on va compter, au sens aussi de quoi une entreprise est-elle redevable au fond dans ses activités, qu'est-ce qui compte pour les consommateurs et de quoi avons-nous besoin, en laissant cette notion de besoin dans un espace extrêmement subjectif pour pouvoir justement en débattre. Donc, et puis au fond, c'est qu'est-ce qui compte aussi au niveau plus macroéconomique, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait les modèles de prospérité aujourd'hui qu'on a envie de voir advenir. Et les questions de consommation posent toutes ces questions-là et sont loin de se finalement contenter des questions un peu confinées, un peu réduites dans lesquelles on maintient souvent ce sujet. Merci. Pascal ? Alors moi, je voudrais conclure en parlant un petit peu quand même du contexte et dire qu'il faut continuer finalement à aider les citoyens consommateurs. Ils ont changé pendant le Covid, ils sont dans un contexte où ils ont moins consommé. On n'a pas vu de rebond de la consommation énorme. On sait qu'ils sont pas très… ils ont besoin d'une seule chose en ce moment, et je pense que ça peut vraiment passer par moins consommer. Ce qu'il faut arriver à faire, c'est vraiment moins consommer de neuf, moins consommer, réparer, etc.
Et ils ont besoin en ce moment de maintenir des relations avec les autres, et c'est ce qu'on voit dans les enquêtes, c'est-à-dire que ce qu'ils demandent, c'est de pouvoir créer des endroits où ils voient les autres, où ils recréent du lien. Et ça ne se fait, ça n'a pas besoin, il y a besoin de rien, quoi, en fait. Hein. Donc, il peut y avoir besoin un petit peu d'alimentation et de choses comme ça. Donc, il faut, dans les communications, dans ce qu'on leur offre, garder cet élan qui a été pris de remise en cause pendant le Covid, qui fait qu'ils ont changé, et ils ont réellement changé. Ils ne reviendront jamais comme avant. Et donc, évidemment, ils ont intégré cette transition écologique. Donc, il faut surtout bien sentir tout ce qui a pu être modifié et profiter de ces changements actuels avec le télétravail, avec le moins besoin d'ostentatoire. On n'utilise plus de maquillage, on n'utilise plus tout un tas de choses qui font qu'on sent bien que même les voyages, en fait, il y a beaucoup moins de voyages aujourd'hui. Donc, cette aspiration à partir très loin, etc., elle a un peu disparu. Et entretenons le fait qu'on peut être très bien en surtout voyant les autres, et ce qui compte, c'est plutôt ça. Merci. J'aimerais vous remercier d'abord évidemment les 4 intervenants de la qualité tout à fait passionnante de leurs interventions, remercier tous les participants.